Thématique du couple, ça va être une conférence qui va être découpée en 3 parties. La première partie, on va être sur des définitions, plutôt générales du couple. Qu'est-ce qu'on appelle le couple? La deuxième partie, on abordera, la notion de difficulté dans le couple et la troisième partie, ça sera, autour de la thérapie de couple. Je précise que, dans mon activité libérale de psychologue, je fais pas mal de thérapie de couple, d'ailleurs, je suis de plus en plus sollicitée depuis le covid. Heu, alors, on commence du coup la première partie, donc définition. Donc une définition plutôt générale. Alors je voulais pas préciser, mais si jamais vous voulez intervenir, si jamais vous voulez poser des questions, c'est tout à fait possible. L'idée, c'est qu'on puisse aussi interagir et échanger, donc qu'est-ce qu'un couple? Par définition, un couple, c'est, 2 personnes qui sont unies par un fort sentiment, amoureux ou par un intérêt commun, comme fonder une famille, voyager. Il faut savoir que le couple, c'est un modèle plutôt complexe, qui implique en fait une notion de co-développement. Alors j'y reviendrai sur cette notion de co-développement. On considère qu'il y a 3 types, de couples. Donc le premier, c'est le plus connu, c'est le couple amoureux. Le couple amoureux, c'est défini par le choix réciproque et libre, de ses membres, donc de chacun des partenaires qui ont décidé de s'appeler couple. Le couple amoureux est avant tout ce qu'on appelle un système autoréférentiel, c'est-à-dire que c'est un système avec 2 personnes. L'état amoureux se caractérise par ce qu'on appelle entre guillemets «des symptômes» qui sont à la fois psychologiques, donc ce qu'on peut appeler les sensations de manque de l'autre, de rêverie, d'imaginer, des projections positives avec, son partenaire, ou somatiques comme, tremblements dans les jambes, la tachycardie quand par exemple, voilà, on est amoureux et que, on voit l'autre, et que ça réveille ce genre de sensations, physiques. De type addictif qui pousse les êtres s'aimant à se retrouver. Donc il y a un besoin de retrouver, son partenaire. On peut parler, dans le cadre du couple amoureux, c'est une formule que j'aime bien, du 1 plus 1 égale 3. Le 1 plus 1 égale 3 signifie que c'est une entité, donc une personne singulière qui est avec une autre entité, donc l'autre personne singulière, et qui va créer du coup ce qu'on appelle le couple, donc qui va être la troisième entité. Donc c'est ce que moi j'appelle le 1 plus 1 égale 3. Donc chacune des 2 personnes du couple va donner, un peu d'elle, une part d'elle pour constituer le couple avec son partenaire. Cette troisième entité va, apprendre à fonctionner donc avec les 2 autres, avec le 1 plus 1, les 2 entités singulières. Ce qui signifie en fait que dans le cadre du couple, on apprend à se connaître, on se connaît, on connaît les goûts de l'autre, de l'un et de l'autre, et lorsqu'il y a conflit, on est censé savoir comment les surmonter, ou en tout cas, on croit le savoir. Donc ça, c'est dans la définition plutôt générale du couple amoureux. De manière globale, le couple, il évolue dans ce fonctionnement en se réajustant ou non. C'est-à-dire qu'il va être question d'altérité, d'intimité aussi bien physique, psychique et émotionnelle. En psychologie clinique, on définit le couple amoureux comme une relation privilégiée entre 2 partenaires, émotionnellement importante, visant à être stable dans le temps et qui peut prendre différentes formes. Donc ça peut être une union formalisée juridiquement par un mariage, par un pacte. Ça peut être une cohabitation ou une fréquentation entre personnes vivant séparément. Ça va être des différentes modalités qui vont être propres à chaque couple amoureux. La deuxième notion de couple, après, cette notion de couple amoureux, c'est la notion de couple parental. Le couple parental, il est donc défini par 2 partenaires qui vont donner un peu d'eux-mêmes pour constituer donc le couple parental. C'est faire équipe pour le bien commun qu'est la famille et trouver des compromis quant à l'éducation des enfants. Ce qui va être important dans cette notion de couple parental, c'est qu'il faut tenir compte des enfants et de comment chacun des 2 parents se retrouve dans leurs rôles parentaux. Donc c'est là où ça demande aussi, des échanges, des discussions et un compromis sur la posture éducative de chacun des 2 partenaires dans le couple parental.
Et la troisième définition de couple, c'est celle de couple conjugal qui constitue donc, ce qu'on appelle un groupe d'appartenance structuré par un mythe et des rituels et qui s'appuie à la fois sur le couple amoureux fondateur et sur le couple parental. Donc qu'il y ait des enfants issus du couple ou des enfants, pas issus du couple, des enfants d'une autre relation. On voit donc, que dans ces définitions de couple, il y a, des positionnements différents des partenaires et encore une fois, la définition du couple amoureux est quand même la plus courante. Dans le cadre de cette définition du couple amoureux, en psychologie, il va y avoir aussi les dimensions qui vont être, relatives à la motivation de former un couple. Qu'est-ce qui fait que, j'ai envie de me mettre en couple? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce besoin de se former en couple? Selon ce qu'on appelle la théorie de l'attachement, tout individu a une motivation primaire, à rechercher une sécurité émotionnelle, dans une relation proche au sein de laquelle il puisse retrouver affection et réconfort. Cette recherche va être guidée par des modèles cognitifs, qui vont être dérivés, comme on dit, de l'expérience relationnelle précoce avec les parents et ultérieure avec ses pairs, PAIRS, basée donc sur les expériences et les vécus, qui vont déterminer la mesure dans laquelle les autres sont vus comme plus ou moins dignes de confiance et capables de procurer cette sécurité émotionnelle. Généralement, dans le cadre d'un couple amoureux avec son partenaire, on va être dans cette espèce de recherche de sécurité émotionnelle qu'on a connue, plus jeune, dans l'enfance. Donc ça, c'est basé, sur la théorie de l'attachement. Et c'est à partir de cette théorie qu'on peut parler du coup, entre guillemets, de «couple d'enfants». C'est-à-dire que les 2 membres du couple, sont issus de leurs familles respectives, c'est-à-dire qu'il y a une filiation plus ou moins complexe, plus ou moins heureuse et qu'avant d'être un couple, et peut-être de devenir un jour parents, ces 2 partenaires ont été enfants, donc couple de 2 enfants, issus de 2 familles différentes et donc le couple va être en fait, l'unité qui va se mettre en place sur ces 2 partenaires, dans une perspective transgénérationnelle et c'est là où le nouveau couple va s'inscrire. C'est-à-dire en gros, le couple, c'est l'histoire de 2 personnes individuellement qui sont eux-mêmes issus, d'une famille, d'un couple de parents et à partir du moment où ils vont se rencontrer, il y a cette inscription transgénérationnelle où eux vont être dans une répétition ou pas. C'est à partir de là où on parle de point de départ d'une nouvelle filiation qui aura donc intégré, comme je vous l'ai expliqué là, les 2 histoires familiales des 2 conjoints. Ensuite, il va y avoir la notion du choix du partenaire. C'est souvent une dimension inconsciente. Il y a une référence aux images parentales qui est assez fréquente, que ce soit sur un versant positif ou un versant inversé. Donc, il va y avoir une forme de répétition ou d'une résolution. Donc c'est pour ça qu'on parle de versant positif, répétition ou inversé, où là, du coup, on est plutôt sur une résolution. Je vais mettre en couple avec quelqu'un qui va être, à l'opposé de l'image que j'ai de mon père, par exemple. Il peut y avoir un autre exemple aussi sur ces choix, répétitifs, positifs ou inversés. Ça va être, par exemple, une histoire, donc un historique relationnel de rejet ou d'incertitude quant à la disponibilité des autres envers soi, qui peut souvent mener à la construction des modèles qu'on appelle, non sûrs, avec lesquels en fait, l'autre est considéré comme non fiable ou à craindre. Alors bien sûr là, on est dans une dimension, inconsciente, hein. Hem, c'est là où, par exemple, la jalousie qui est définie comme, suspicieuse. Alors quand je dis suspicieuse, c'est la jalousie qui est ressentie bien qu'il n'y ait aucun indice, par exemple d'infidélité, de l'autre, qui va être liée à des modèles non sûrs d'attachement. Donc c'est souvent des choix, encore une fois, très inconscients, du partenaire amoureux où, on va être dans une forme de répétition de ce qu'on a connu, de notre couple, de parents ou à l'inverse, on va être vraiment dans un choix, complètement opposé et inversé de ce qu'on a connu et où il y a une forme de conscience et en même temps, c'est là où il y a un risque de jouer des situations, assez répétitives dans les choix des partenaires.
Donc voilà pour cette première partie sur, les définitions du couple amoureux, enfin du couple plutôt. Est-ce que là, il y a des questions? Est-ce que, il y a des réactions? Tac. Alors moi, j'en ai une pour toi. J'ai lu un article dans un magazine féminin, là, il n'y a pas longtemps, Mmh. qui m'a fait réagir par rapport à ce que tu disais. Le titre s'appelait Le Work Couple. Et à ce jeu-là, tu serais mon work couple, en fait. Hein. Oui, tout Euh, à fait. voilà. Et donc, du coup, l'article disait, mais de manière un peu très légère, que en gros, il y a certaines personnes qui vont ressentir un fort besoin dans l'intimité d'aller faire couple, mais que de manière générale, en fait, quelle que soit la situation sociale dans laquelle on va se choisir son couple, finalement, il y a toujours un couple qui se forme quelque part. Ouais, Donc, on a une tendance naturelle à aller vers le binôme. ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, on n'est pas forcément sur du couple amoureux. Non. Mmh. Mais on est sur une forme de complémentarité, alors parfois avec des choix qu'on appelle d'objets par Mmh. étayage, Mmh. parfois d'objets plus narcissiques, c'est-à-dire que soit on va trouver quelqu'un qui nous ressemble à nous, soit on va trouver Ouais. quelqu'un qui ressemble à nos parents. Mmh. Mais en tout cas, on a toujours un choix d'objets comme ça qui se fait de manière assez inconsciente. On ne sait pas trop pourquoi ça marche avec ce collègue ou avec cette collègue, enfin Exactement. ailleurs. Hein. Enfin, ça peut être au sport, ça peut être Mmh. n'importe où. Ça peut être un voisin, ça peut être, je sais pas, je pense à tout et n'importe quoi. Mmh. Mais au final, il y a un couple comme ça qui va se former, qui va créer une sorte d'unité, comme tu disais, de 1 plus 1 égale Mmh. 3. Mmh. Du coup, c'était plutôt cette réflexion que je me faisais, c'est qu'effectivement, c'est intéressant que ce magazine féminin, sans traiter finalement la question de fond, Ouais. note que du coup, et du coup très inconsciemment, parce que c'est des gens qui ne sont pas sensibilisés à la Mmh. psychologie, Mmh. note que du coup, quel que soit, enfin même au travail, en fait, il y a la notion de couple qui s'instaure. Mmh. On ne dit pas pour rien, il y a le président, le vice-président, il y a... voilà, c'est... Exactement. Oui, c'est vrai qu'il y a une notion de binôme qui est souvent, qui est récurrente, en fait. Mm. Après, c'est vrai que sur cette notion de couple, par définition, effectivement, on est 2 et et pas forcément dans le cadre amoureux, mais c'est vrai que là, il va y avoir des choses qui vont se jouer au niveau affectif, au niveau, sentimental, au niveau émotionnel et si je reviens sur la notion de couple amoureux, on a tous dans notre entourage des gens qui vont nous présenter, un nouveau compagnon où à chaque fois ça va être: «Non mais c'est exactement le même que celui d'avant». Donc il y a cette espèce de reproduction inconsciente et qui peut échapper à la personne, hem, mais c'est là où on revient sur la répétition en fait et qu'on va être attiré par les mêmes personnes, on va être attiré par, le même physique, enfin voilà. Mais effectivement, work couple, ça me parle. Alors du coup on continue. Hem, alors, les difficultés dans le Je couple. sais pas si vous m'entendez. Ouais, Oui, alors, je vais mettre la caméra, mais désolée, je suis dans le train, donc OK. j'essaye. Bonjour Sarah. Bonjour, si ça coupe, voilà. OK. Je voulais savoir, est-ce que dans le couple, il y a obligatoirement une relation dominant-dominé, ou est-ce que c'est pas forcément quelque chose qu'on va retrouver systématiquement? C'est pas systématique. Ça va justement dépendre du choix inconscient du partenaire, et que généralement quand on est sur du dominant-dominé, hem, souvent c'est des gens qui se trouvent bien, qui se retrouvent bien, tu vois? Dans ce besoin de j'ai besoin d'être dominé donc je vais aller chercher un profil plutôt dominant et inversement et ça rejoint ce que disait Anat sur les opposés, sur les extrêmes, quand on dit les extrêmes s'attirent, enfin, il peut y avoir ce genre de schéma, mais très souvent, ça a creusé dans l'histoire individuelle des 2 partenaires du couple. C'est pas enfin, tu peux avoir des couples qui sont très équilibrés, tu vois? Qui sont très équilibrés par moment, qui vont être Ok, plus ou moins déséquilibrés selon les périodes de vie, mais c'est pas forcé en tout cas, c'est pas une notion qui définit le couple en soi. d'accord, ok, ça marche, Alors, merci. du coup, j'ai une question qui va peut-être venir en ricochet à ce que disait Sarah. Finalement, si certains couples peuvent être dans une relation dominant-dominé ou dans des sortes d'opposés, comme tu le dis justement, finalement, qu'est-ce qu'un couple sain? C'est une très bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui se disent sains, et puis, alors moi perso, dans ma pratique courante, déjà les couples sains, ils atterrissent souvent chez moi. Ouais. Voilà. Et puis, je les trouve pas si sains que ça. C'est-à-dire qu'il y a Mmh. un aspect parfois très lisse
Ouais, du couple ce que avec j'allais dire. zéro dispute, voilà, une Ouais. sorte d'accordage parfait? Bah, moi, je pense que le couple qui se définit comme très sain, ça va être dans un modèle très social de ce qu'on imagine du couple. Pas de dispute, on passe du temps ensemble et en même temps, on est en accord sur, tous les choix qu'on va faire pour les enfants, on est en accord sur nos projets. Ça, finalement, c'est quelque chose que ça va être plus dans un besoin de le renvoyer socialement dans le regard des autres. Et c'est là où il y a effectivement ce côté très lisse. Mais je pense que des couples sains comme ça, en vrai, ça n'existe pas. Enfin, moi, je le vois aussi dans les thérapies de couple. Il peut y avoir des couples qui parfois, vont traverser des périodes de crise, ça va être la suite de mon déroulé, qui vont être qui pourraient être bénéfiques, en fait. Parce que ça va pousser à se confronter à des choses. Enfin, ce qui va être important à retenir, c'est que dans le couple, c'est un binôme de deux individualités et quel compromis moi je trouve pour prendre en compte les besoins, les désirs de l'autre, que ce soit en adéquation avec les miens et qu'évidemment que sur toute une vie de couple, sur toute une vie, ça peut pas être toujours, équilibré et stable et sain. En tout cas, pour moi, c'est pas possible. Il y a forcément des compromis, il y a forcément des moments, où on se sent moins compris, enfin voilà, que d'autres, mais comme tu dis, les couples qui se définissent comme ça, je pense que c'est vraiment dans une définition sociale de l'image qu'on justement, on va être en accord sur le fait qu'on va donner cette image de couple sain aux autres. Après, ce qui se passe vraiment dans l'intimité, il suffit parfois de pas gratter beaucoup pour savoir que ça va pas si bien que ça. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres commentaires? Bon, je continue du coup? Alors, donc sur la deuxième partie, je vais aborder, rapidement, les difficultés dans le couple, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire. De manière générale, les crises dans le couple sont clairement inévitables, hein. Hem, Au contraire, elles sont inévitables et elles permettent quand même des moments où on se dit les choses. Il faut avoir en tête qu'elles deviennent graves, ces crises de couple, si elles ne sont pas reconnues, par chacun des partenaires et si chacun se sent négligé dans sa souffrance. C'est là où, ça peut effectivement, devenir, quelque chose où il y a un sentiment de rejet et une méconnaissance de sa propre souffrance de la part de son partenaire. En soi, ces difficultés ou ces crises de couple, elles peuvent être bénéfiques parce qu'elles vont permettre, de poser ou de trouver un espace de parole où les besoins de chacun des partenaires, pour être entendu et potentiellement respecté. Potentiellement, c'est parce qu'on peut très bien avoir des moments où on a l'impression d'être entendu et que derrière, ça arrange pas forcément la crise. Mais en tout cas, ça va être un espèce d'entre-deux où, on va s'imposer d'exprimer, même si c'est dans la colère, même si c'est dans les cris, hein, d'exprimer les choses et de pouvoir dans un second temps peut-être prendre du recul pour élaborer autour de ce qui a pu se dire et de reconnaître en fait que, son partenaire, potentiellement puisse être en souffrance. Et c'est donc à ce moment-là où, la relation, elle peut «se réorganiser» entre guillemets, et permettre, un mouvement autour des besoins des partenaires, une nouvelle communication et possiblement, une nouvelle spontanéité, de la part de chacun. Des exemples de sujets disputes, je pense qu'on en a tous. Je vous ai fait une petite liste, hein. Il va y avoir, les beaux-parents, le sujet des beaux-parents, ou de la belle-famille, ça c'est souvent un sujet de dispute. Des insécurités quant à l'avenir au sein du couple. Il peut y avoir aussi des petites disputes du quotidien, les disputes un peu fréquentes qui sont pas très graves parce que c'est du quotidien, puis on a l'habitude et en même temps ça au fur et à mesure, c'est quelque chose qui peut prendre, beaucoup de place. Hem, il peut y avoir tout ce qui est thématique autour de l'argent, des dépenses de l'un, de l'autre, les dépenses du couple, la question de l'équité dans les dépenses, la question de l'investissement, financière dans le couple. La question aussi, du temps passé ensemble. Que le couple, peut accorder, au temps commun et au temps, individuel. Il peut aussi y avoir les questions autour de la sexualité au sein du couple ou, des questions, sur la communication. Moi, dans ma pratique au quotidien sur les thérapies de couple,
Et dans 80 des cas, les couples qui consultent, ça va être, parce que la communication, est plus possible. On peut plus se parler, on sait plus comment se parler. Donc ça, c'est un sujet qui est assez récurrent, dans les problématiques de couple. En tout cas pour les couples qui viennent me consulter et pour le reste, je dirais que c'est autour, de la notion de confiance et d'infidélité. Donc c'est quand même des sujets qui reviennent assez souvent. Est-ce que vous auriez, vous, d'autres thématiques comme ça qui vous viennent sur les disputes, les difficultés au sein d'un couple? Les enfants aussi, les questions d'éducation, je ne l'ai pas noté, mais ça paraît évident. Alors, il y a aussi quand le couple est fait de plein de non-dits. Mais Ouais. pas qu'on ne peut plus se parler, c'est qu'on n'a jamais pu se parler. Et qu'il y a un moment où le couple se rend compte de ça et que, en tout cas chez l'un des deux partenaires, ça ne convient plus. Ouais, donc ça rejoint tout ce qui est communication, Exactement. compliquée. Ouais, OK. Alors c'est vrai que c'est vrai que ça revient assez souvent aussi, dans les couples plutôt, entre guillemets «vieux», les couples qui sont ensemble depuis vraiment plusieurs années, effectivement. Et en fait, quand on creuse d'ailleurs, c'est pas forcément lié, au nombre d'années. Parfois, c'est des trucs qui ont été installés, finalement dès le départ, et dans les modalités de construction du couple. Sauf qu'à un moment donné, ça va poser plus problème. On va être moins en phase avec le fait qu'on se dise pas les choses et que ça va peser d'autant plus, à chacun des partenaires. OK. Tac. Et du coup, je passe à la dernière partie. J'ai un autre sujet quand même qui est récurrent, je trouve, en thérapie, c'est les valeurs. Ouais. Tu vois, quand les valeurs se mettent à... En fait, en gros, on se connaît, surtout chez les couples qui se connaissent assez jeunes, en fait. Oui. Du coup, ils se connaissent, il y a la sorte de folie du début, etc. Puis de passion de la jeunesse qu'on connaît tous. Et en fait, les chemins prennent tranquillement des petits parallèles. Et d'un coup, il va y avoir des valeurs qui vont devenir importantes pour l'un qui ne l'étaient pas forcément pour l'autre au début, etc. Je pense notamment aux questions de religion. Voilà, et qui peuvent s'installer et du coup poser davantage de problèmes pour l'avenir, en fait. Notamment Ouais, pareil quand le couple amoureux devient un couple parental et qu'on a des enfants, et qu'on découvre que finalement on n'est pas forcément en phase, on n'est pas forcément, en adéquation avec ce que l'autre la vision de l'éducation que, notre partenaire peut avoir et effectivement ça peut amener pas mal de conflits, de décalages, ouais, effectivement, la notion des valeurs. Du coup, tac, donc la thérapie de couple qui peut être une solution pour aborder un peu, toutes ces difficultés. La thérapie de couple, elle peut avoir plusieurs objectifs. Elle va dépendre en fait des objectifs que le couple, va mettre enfin, va avoir. Moi, je sais que sur mes premiers rendez-vous de thérapie de couple, je questionne toujours chacun des partenaires, donc en présence du couple, hein, sur le fait enfin, quels sont les objectifs de chacun. Et l'idée, c'est d'échanger déjà juste de base pour être sûr qu'ils aient un objectif commun. Souvent, alors après moi, c'est vraiment dans ma pratique, hein, c'est pas forcément, ce qui se passe partout, mais dans ma pratique, c'est souvent les femmes qui sont à l'initiative d'une thérapie de couple. Souvent les hommes sont un peu dans ce truc de: «Bon, ben, on suit, on n'est pas contre, mais je vois pas l'intérêt, je veux que ça s'arrange», mais la question d'avoir déjà réfléchi sur les différentes problématiques et sur les objectifs, pour les hommes, elle se pose souvent au moment où moi je pose la question, en fait. Alors que les femmes vont avoir une idée assez précise, de leurs objectifs par rapport à cette démarche. Mais, je ne sais pas si ça se vérifie auprès de tous les thérapeutes de couple, mais, voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. C'est plutôt les femmes qui sont à l'initiative et c'est plutôt elles qui ont des objectifs assez précis. En gros, les objectifs, ça va être, autour de la communication, donc améliorer la communication, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est, pour ma part, comme 80 des demandes. Ça va être de réamorcer une entente, de retrouver de l'intimité,
Heu, Parfois, il peut y avoir des demandes qui tournent vraiment autour de la sexualité. Étant pas moi sexologue, je peux être amenée à réorienter et à pas faire, de suivi quand, la demande tourne exclusivement autour de la sexualité. Il peut y avoir des demandes sur, comment dire? Aligner les projets de vie des partenaires. Comment on peut avoir cet espace d'échange et de communication pour se remettre un peu en accord sur, les objectifs, communs, les projets de vie. L'espace de thérapie de couple peut permettre aussi de désamorcer les conflits. Moi, j'ai souvent des couples qui prennent rendez-vous, alors ça, c'est très marrant, souvent la nuit, à 2-3 heures du matin. J'ai des prises de rendez-vous, thérapie de couple, et c'est là où on voit effectivement, c'est à la suite, c'est à la suite, d'une crise, en fait, c'est à la suite d'une grosse dispute et il y a entre guillemets, «ce passage à l'acte» de: «Bon, on va aller voir une thérapeute, de couple» et voilà. Donc ça peut permettre de désamorcer les conflits et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de situations où on n'était pas sur un suivi de thérapie de couple, mais où, j'ai vu le couple, 2 fois. Ça permettait en fait vraiment un espace de parole avec un tiers qui permet, un peu de recadrer les choses, de laisser la place à chacun de penser, de parler, de s'exprimer et une fois que ça s'est passé, enfin que la crise est passée, il y a pas forcément nécessité que ça s'inscrive dans une thérapie de couple, qui dure en fait. Et la thérapie de couple, elle peut aussi, éviter une séparation ou faciliter les conditions d'une séparation. C'est pareil, ça j'ai été sollicitée quelques fois, alors surtout quand il y a des enfants, parce que du coup, il va y avoir des notions de garde, des notions voilà, il va y avoir d'autres enjeux dans la question de la séparation. Ça va pas juste être: «OK, on s'aime plus ou on n'est plus en accord, on se retrouve plus dans l'autre, du coup on se sépare». Quand il y a une notion d'enfant, de famille, ça va être plus compliqué et du coup, la thérapie de couple peut aussi servir à ça. C'est-à-dire qu'on a déjà réfléchi ensemble sur le fait qu'il va y avoir une séparation, ou qu'il faut qu'il y ait une séparation. Comment on fait pour que ça se passe entre guillemets «au mieux» et qu'on arrive un minimum à communiquer dans l'intérêt des enfants, voilà. Donc ça peut être aussi des motifs de consultation et de sollicitation, dans le cadre d'une thérapie de couple. En tout cas, quels que soient les objectifs, il est essentiel que ce soit, co-construit, nourri, pensé et développé par, les 2 partenaires et par le thérapeute. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un système d'échange où, les 2 partenaires, doivent montrer qu'ils sont partie prenante, que, s'il y a des objectifs qui sont mis en place d'un rendez-vous de thérapie de couple à l'autre, il faut vraiment que, qu'il y ait des efforts qui sont mis en place par les partenaires et très souvent, de toute façon, quand il y en a un des 2 qui suit pas, parce que l'objectif, c'est pas un objectif que lui a individuellement, la thérapie, elle s'essouffle, en fait. Il y a le rendez-vous est annulé ou alors, moi, ça m'arrive d'avoir un des partenaires qui va m'appeler en me disant: «Bah, non, mais en fait, il veut plus, au final, il a changé d'avis», voilà, ce genre de choses. Donc c'est vrai que pour qu'une thérapie puisse, avoir du sens et atteindre l'objectif, le minimum, c'est que les 2 partenaires soient en accord sur les objectifs du couple. Avec l'idée de trouver du coup, un équilibre et un espace de parole, où on peut prendre du recul, de la distance sur, sur les difficultés, les problématiques, voilà. Donc pour moi, au sein d'une thérapie de couple, le thérapeute, il aide vraiment à la mise en place d'une communication et hem et comment dire? Et fluidifier les échanges. C'est-à-dire qu'à un moment donné où le couple est en crise, on peut plus se parler. Alors souvent, on va être sur des versants d'agressivité, des versants de colère, parce qu'il va y avoir toute la dimension aussi, émotionnelle de chacun des partenaires. Tout ce qui peut se jouer aussi en termes de répétition inconsciente, de choses qui sont pas réglées dans les histoires individuelles, qui peut se jouer, au sein du couple et c'est là où souvent on n'arrive plus à se parler en fait. On s'écoute plus, on n'arrive plus à se parler, on va être ancré sur sa colère, sur les projections qu'on peut renvoyer aussi à son partenaire, qui fait que finalement les échanges, et les échanges sont bloqués, la communication et les paroles peuvent être dans quelque chose de très, comment dire? Très agressif, très violent verbalement et où finalement, là on s'écoute pas. Là on est juste à déverser, émotionnellement ce qu'on ressent, tout ce qu'on n'arrive pas à dire autrement que sur, le mode de la colère. Donc le travail du thérapeute, ça va être, de pouvoir, laisser un espace à chacun, de s'exprimer et de permettre les échanges. D'ailleurs, les thérapies de couple, enfin les rendez-vous de thérapie de couple,
Ce sont des rendez-vous qui sont un peu plus longs, hein, qu'un rendez-vous, classique. Et c'est des rendez-vous pour le thérapeute qui sont assez éprouvants. Parce qu'en fait, on se retrouve avec 2 personnes en face à face. C'est un rendez-vous qui dure longtemps. La question du cadre, elle est assez centrale pour le thérapeute, en tout cas moi dans ma pratique, elle est assez centrale pour le thérapeute. C'est-à-dire que c'est, entre guillemets «des rappels au cadre constant». C'est beaucoup d'énergie, c'est avoir en tête le fait qu'il faut laisser, entre guillemets, «autant de temps de parole à l'un à l'autre». C'est aussi beaucoup reformuler ce que l'un a dit, pour que l'autre le comprenne aussi différemment. Enfin voilà. Donc ce sont des rendez-vous qui sont, assez riches et assez éprouvants pour le thérapeute. Hem, voilà. Est-ce que vous avez des commentaires, des réactions sur la notion de thérapie de couple? Moi, j'ai une super question quand même. Finalement, vu que l'objectif de la thérapie de couple, c'est de permettre l'échange entre les 2 partenaires, est-ce qu'il n'y aurait pas une utilité à faire chacun de son côté, parallèlement à la thérapie de couple, une thérapie individuelle? Alors, figure-toi que très souvent dans le cadre des thérapies de couple, moi généralement, je vois le couple 4-5 fois et souvent, dans 90 des cas, la conclusion, c'est quand même, qu'il y a un suivi individuel. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que pour moi, les thérapies de couple qui fonctionnent bien, c'est souvent les thérapies où à un moment donné, chacun des partenaires va s'engager dans un travail individuel. Et on revient sur le 1+1 = 3 en fait. C'est-à-dire que souvent les tensions, les grosses disputes qui viennent remettre en question, les fondements même du couple, vont se jouer souvent dans des moments de vie du couple où il va y avoir, une vraie part d'individuel qui va se jouer là, donc sur justement comment dire? Une forme de répétition de souffrance, des choses qui ont pas été réglées individuellement et souvent la entre guillemets «la solution», ça va être de travailler plus individuellement ce qui se passe, dans la place que je vais prendre au sein de mon couple. Qu'est-ce qui fait qu'il y a souffrance? Qu'est-ce qui fait que je me sens plus bien là? En lien avec, ma période de vie, en lien avec ce que moi je vis individuellement, aussi. Mais enfin, après encore une fois, c'est dans ma pratique, hein, mais sur les thérapies de couple, j'ai jamais fait de thérapie de couple, comment dire? Avec, aussi longue que, des suivis individuels. Alors après, j'ai des couples que je vois depuis très longtemps, mais que je vais voir par exemple, 2 fois dans l'année et ça va être des modalités qu'on a posées, plutôt sur quelque chose de: «OK, on se revoit dans 6 mois et on refait un point». Et ça va être aussi un objectif pour le couple de se dire: «OK, ben, tous les 6 mois, on se fait un point». Ça nous permet un peu un un temps un peu de bilan, de pause, de réajuster les objectifs, enfin voilà. Mais très, très souvent, les thérapies de couple qui fonctionnent bien, c'est les thérapies pour lesquelles il y a un suivi individuel de chaque côté. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions? Je crois qu'il y a Sarah qui voudrait prendre la parole, mais je ne sais pas si elle nous entend. Ouais, c'est bon. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on t'entend. En fait, je me posais la question en t'entendant parler des thérapies. Est-ce que toi, en thérapie, tu as souvent, enfin, vu que vous êtes 3, ça m'a fait penser un peu au triangle de Cartman, en fait, avec Sauveur. Pardon. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, donc ça m'a souvent fait, enfin, ça m'a fait penser à ça, donc à la triangulation de Cartman. Et est-ce que en thérapie, tu as souvent ça, le fait qu'un des deux personnes du couple essaye justement de te positionner en sauveur, alors que ce n'est absolument pas ton rôle. Alors, Attends, juste que je comprenne bien, tu parlais de triangle de Cartman, hein, c'est ça? ouais. Oui, c'est ça. Oui, ok. Et sur le fait qu'on puisse mettre le thérapeute dans enfin, un peu l'instrumentaliser finalement. Le faire prendre parti. Oui, Alors effectivement, c'est extrêmement fréquent et c'est pour ça que je trouve que dans le cadre des thérapies de couple, il faut avoir certaines assises quand même. C'est que tu vas avoir constamment ce truc où le couple va te mettre dans une place de juge et il faut que tu tranches et il faut que tu prennes parti et souvent c'est un peu comme 2 enfants qui vont argumenter sur: «Non mais ouais, moi j'ai raison. Lui il m'a fait ça et puis moi j'ai raison et puis du coup ça m'a fait mal» et du coup l'autre va contre-argumenter et c'est vrai et c'est en ça que dans ma place de thérapeute, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. C'est constamment travailler le cadre sur le fait qu'il y ait, déjà autant de temps de parole de l'un et de l'autre et que si je sens qu'il y a un des partenaires qui va être constamment dans de la verbalisation, à dire, tout ce qu'il ressent,
ça va être à moi à un moment donné de couper, de dire j'entends et du coup d'interpeller l'autre partenaire et de lui laisser un temps d'expression, de verbaliser, de dire un peu voilà. Mais évidemment que sur l'effet un peu triangulaire, ça va se jouer. Il va y avoir ce truc de moi je vais convaincre le thérapeute que c'est moi qui suis en souffrance, que c'est moi la victime et qu'il faut être de mon côté. D'ailleurs, ça se joue d'autant plus dans les situations où il y a des situations où il y a des enfants, où il y aurait une question potentielle de séparation ou d'infidélité. Moi, j'étais la victime, il m'a trompé ou elle m'a trompé, vous comprenez que, enfin voilà, c'est quelque chose qui se joue constamment dans le cadre de la thérapie de couple, cette espèce d'instrumentalisation du thérapeute. Après, moi, ce que je travaille beaucoup, c'est autour du triangle de Karpman. C'est, du coup, je le dessine souvent, j'explique un petit peu les positions. Hein, donc, j'ai remis dans la discussion un lien, le premier lien Google, hein, clairement. Mais en gros, donc on a un persécuteur ou un bourreau, un sauveur et une victime. Et donc, j'explique que si jamais on entre en fait dans ce cercle, enfin dans ce triangle pour le coup, il n'y a pas d'autre choix finalement que de changer les rôles à un moment donné. Exactement. Puisqu'en fait, imaginons 2 secondes que, je sais pas, là, dans la thérapie de couple, t'as un couple qui te dise, bon bah en fait, je sais pas, lui il m'a trompé, oui mais moi je l'ai trompé parce que en fait il s'occupait pas de moi, il me calculait jamais. Très classique en fait. Hein, voilà. Et ben en fait, toi tu vas être tenté de prendre position, donc de dire, bah oui mais tromper c'est interdit. Donc en fait, en gros, il y a une victime, celui qui s'est fait tromper. Il y a le bourreau, celui qui, du coup, n'était... bah, c'est nous, hein, pour le coup, le bourreau, parce qu'on va dire c'est toi le méchant. Et puis, il y a une victime, non, le sauveur, c'est nous. Et le bourreau, ça va être celui qui, du coup, va accuser, en fait. Et puis, du coup, en disant, bah, en fait, bah oui, c'est vous le méchant. En fait, on devient le bourreau. Donc, on sort notre rôle de sauveur. Et du coup, il y en a un qui va tenter de vouloir sauver l'autre. En fait, on va tout le temps triangulariser tout le temps la relation. Et donc ça, c'est une relation qui fonctionne jamais, en fait. Ouais, exactement. Le premier rôle, c'est déjà d'enlever la triangulation. C'est pour ça que sur la notion d'objectif, pour moi, c'est une des bases en fait du cadre dès le départ. Ok, même si on prend l'exemple de la notion d'infidélité, qui a quand même l'objectif commun de se dire, ok, on va dépasser cette crise et puis on veut quand même être ensemble. Et c'est vrai que l'effet de triangulation, elle peut se poser, comment dire, de manière assez insidieuse et dès le départ, où il va y avoir forcément des situations où il va y avoir un des partenaires qui va d'office se positionner comme victime et verbaliser, exprimer toute la souffrance, et l'autre qui va être dans une forme de culpabilité, une forme de honte, parce qu'il va y avoir le regard du thérapeute sur lui. Ok, je l'ai trompé, mais voilà, il y a eu ça, et c'est là où on part sur comment dire, des motifs. Oui, mais en même temps, elle s'occupe plus de moi, elle fait plus attention à moi, ou elle est jamais là, ou il est jamais là, enfin voilà. Mais effectivement, c'est important d'avoir en tête sur ce système de triangulation qui peut se jouer quand tu as 2 partenaires. Mais du coup, on est d'accord que le couple finalement ne vient jamais pour la vraie raison pour laquelle il vient, c'est jamais celle pour laquelle il vient consulter. On est d'accord. On est d'accord. C'est pour ça que les prises de rendez-vous un peu impulsives à 3h du matin, souvent c'est ce besoin justement, je pense, de casser ce qui se passe là en duel et d'introduire du tiers. Et que finalement, ça va être le premier motif, ça va être ce qui va être déclencheur, ça va être le motif de la prise de rendez-vous. Et en fait, quand on gratte un petit peu, très souvent les problématiques, elles sont pas nouvelles, elles sont là depuis un moment. C'est juste qu'à un moment donné, on va arriver à un point où on n'arrive plus à composer avec, on ne trouve plus de compromis, en tout cas au niveau du couple, qui va faire que ça va devenir insupportable pour les 2 partenaires. Mais le motif premier, c'est jamais le vrai motif. Et ce qui fait qu'on conclut souvent sur une thérapie individuelle pour chacun des 2 partenaires. Il y a quand même un préjugé sur l'amour qui est célèbre. L'amour durerait 3 ans. C'est vrai ou pas ? Écoute, si je me base sur ma pratique, moi, j'ai plutôt des couples «vieux» entre guillemets. Je suis plutôt sur des couples, qui ont souvent une dizaine d'années, une dizaine d'années. Ça fait une dizaine d'années qu'ils sont ensemble et donc on est loin des 3 ans là. Et finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de notion un peu de surconsommation aussi du couple ?
C'est-à-dire que dans une société qui a tendance un peu à tout surconsommer, effectivement, chez les gens qui vont considérer que l'amour dure 3 ans, en fait, on est en train de parler de passion et pas d'amour. Et du coup, il y a une petite tendance quand même à vouloir se séparer de l'autre, mais un peu comme en se le gardant comme une option parfois. C'est-à-dire que ça permet de rester ensemble, en fait, de se garder l'option de pouvoir partir. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si moi, dans les couples qui me sollicitent, il y a cette problématique-là, mais je crois pas. Parce qu'encore une fois, j'ai pas de jeunes couples, en fait. Alors, je suis pas sûre que les jeunes couples consultent, enfin, tu vois, en sont à au niveau d'élaboration de on va aller consulter une thérapeute de couple, ou on va faire une thérapie de couple. Je dis pas que c'est un truc de vieux, Alors, hein. dans ma pratique, tu sais, c'est assez fou, hein. C'est les jeunes couples gays. J'ai énormément de jeunes couples gays. J'en ai pas. Gays ou lesbiens, hein, enfin, homosexuels. Après, moi, j'ai plutôt des couples, 40, 50 ans. J'ai beaucoup de jeunes couples parentaux qui viennent me voir à l'issue de la naissance du premier enfant. Mais j'ai pas de jeunes couples gays et de jeunes couples, tu vois, genre étudiants ou genre vingtaine. Après, je pense que vraiment, ça dépend aussi ça dépend de où tu pratiques, ça dépend du thérapeute, ça dépend de pas mal de choses. Mais moi, d'expérience, je suis plutôt sur des couples qui ont construit, quoi, pas mal de Là, choses. tu vois, moi, en ce moment, j'ai un jeune couple de 16 ans. Ah oui? Ouais. C'est ma surprise, tu vois. La première fois que j'ai vu la réponse, c'est que j'ai vu qu'ils étaient 2. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que vous faites là? Et ils sont déjà dans une démarche de thérapie de couple à 16 ans, ouais. C'est génial. Ouais, j'ai trouvé ça très étonnant. Très étonnant. Et par exemple, je reçois de temps en temps des petits SMS, mais souvent pour me parler de l'autre. Un tel a fait ci, un tel a fait ça, pour me rapporter un peu comme dans un carnet de correspondance. Je te rassure, ça, je l'ai aussi chez les vieux couples. Et c'est là où je rejoins ce que disait Sarah. C'est vrai que ce côté un peu, je reviens sur la triangulation et sur le fait d'être instrumentalisé, il va y avoir de ça. Enfin, moi, j'ai des patients qui m'écrivent des mails, effectivement, en me disant vous avez dit ça, mais du coup, il a refait, il a recommencé, il m'a dit ça, enfin, qu'est-ce que je fais? Et c'est souvent là où moi, je repose du cadre, des objectifs communs du couple, et c'est là où généralement, j'introduis la notion de suivi individuel. Mais je trouve qu'il y a un truc assez infantilisant dans cette posture dans le cas des thérapies de couple, de prouver que je suis celui qui est victime et comment dire? Et de montrer que je souffre, en fait, de mettre en avant le fait que je suis une victime et que je souffre et que l'autre me fait du mal. Il y a beaucoup ça qui revient. Et en même temps, pour le psychologue, alors, moi, ça me l'a fait ressentir en tout cas plusieurs fois, j'ai eu l'impression de devoir incarner à moi seule le couple parental face à ces deux mouflets qui étaient en train de s'engueuler, en fait. Complètement. Je pense que ça fait partie de ce pourquoi on va être sollicité dans le cas de la thérapie de couple. Et c'est là où tu vois tous les mouvements inconscients qu'il peut y avoir sur les histoires de chacun. D'ailleurs, souvent, hein, au deuxième rendez-vous, on commence à aborder le rapport aux parents de chacun des partenaires, le schéma familial. Et c'est intéressant parce qu'on dit souvent que c'est inconscient, mais quand même, en tout cas moi, pour les couples que j'ai, quand même, il y a quand même c'est quand même un peu présent. De pourquoi je l'ai choisi lui et pas un autre. Enfin voilà, donc c'est assez intéressant finalement quand tu creuses un petit peu. Et est-ce que prendre conscience de ça, tu penses que ça suffit à sauver le couple? Sauver le couple, je ne sais pas, mais en tout cas, au moins pouvoir en discuter et se poser la question de: «Est-ce qu'aujourd'hui je suis encore en accord avec, mon choix de partenaire, ou pas?» en fait. Tu vois? Finalement, je trouve que dans cette notion de couple, on revient tout le temps à cette notion d'individualité. Finalement, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi telle personne? Qu'est-ce qui fait que je recherche encore ou pas, telle chose? Objectif, et je trouve que ça renvoie constamment à cette dimension singulière et individuelle. Peut-être que là, je vais ramener une phrase d'un très grand psychologue québécois qui fait d'ailleurs partie de l'ASSO, qui s'appelle Yvon Dallaire, qui dit que la différence entre les couples qui restent ensemble et les couples qui se séparent, c'est la volonté de rester ensemble. Exactement. Je suis plutôt d'accord. D'ailleurs, dans les couples qui consultent, je reviens à ce que tu disais là, est-ce que l'amour dure 3 ans? La notion de sentiment, c'est assez intéressante. Elle est rarement, j'allais dire jamais, mais rarement, abordée en premier lieu. La question de finalement, est-ce qu'on s'aime encore? Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez important. 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 C'est quelque chose qui est assez
C'est pour les couples qui sont au stade de venir consulter un thérapeute de couple, c'est pas quelque chose qui se pose, d'office. Il y a d'autres choses, bien avant de se poser la question de: «Est-ce que j'ai encore envie d'être, en couple avec, X ou Y parce que je l'aime, en fait?» Donc je suis assez d'accord avec, monsieur Dallaire. Et du coup, qu'est-ce qui différencie l'amour de l'habitude? C'est une bonne question. Je pense que dans les moments de crise où les couples vont venir consulter, heu, ils viennent consulter parce qu'il y a une crise. C'est-à-dire que je c'est on va être pris par le quotidien, on va pas se poser la question. La crise va être donc très souvent une forme de trahison, hein, infidélité ou manque de communication qui va faire qu'il va y avoir une forme de méfiance pour l'autre, qui va faire que, redis-moi ta question, j'ai perdu le fil. Quelle est la différence entre l'amour et l'habitude? Ouais, voilà, qui va faire qu'on va commencer à se poser cette question-là, souvent en crise, en fait. Souvent en crise, mais encore une fois, je trouve que c'est assez secondaire dans les démarches des couples et c'est là où on revient aux normes sociales de ce que tu décrivais tout à l'heure, le côté très lisse du couple sain qui va dire qu'il a pas de qui se dispute jamais, qui sont en accord sur tout. Je pense qu'on en arrive à des points où la question, elle se pose même pas, en fait. Et que souvent, quand la question se pose, c'est que là, on commence à mettre en avant le fait qu'il puisse y avoir une souffrance individuelle, au moins chez un des 2 partenaires. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? En tout cas, merci Sarah d'être là, malgré, les transports. Oui, j'essaye. Ça bug parfois, donc je coupe un peu, enfin, Bon, ça coupe un petit peu, mais bon. ça sera en replay. On va le remettre, on le mettra Ouais, en replay, sur le site de l'asso. d'accord, super. Et ben en tout cas, merci Antoine pour cette présentation hyper riche parce que c'est vrai que le couple alors c'est vrai que la thérapie individuelle, je trouve qu'elle est déjà très riche, mais alors quand tu rajoutes une pièce du puzzle supplémentaire, finalement ça ne fait qu'augmenter la complexité de la lecture possible, voilà. D'accord. Et alors pour lire en ce moment un texte très fondateur, je lis en ce moment Analyse des masses et du moi de Freud. Mmh. Et dedans, il dit que... je pense que je ne l'ai pas là, tiens. Je l'ai. Je l'ai. Il dit, tenez-vous bien. Yes. Alors, Freud, il cite Le Bon et il dit: par la seule circonstance de leur transformation en masse, ils possèdent une âme collective, en vertu de laquelle ils sentent, pensent et agissent de façon tout à fait différente de celle dont chacun d'eux sentirait, penserait et agirait pour soi. Il y a des idées et des sentiments qui ne surviennent ou ne transposent en action que chez des individus reliés en masse. La masse psychologique est un être provisoire composé d'éléments hétérogènes. Et je trouve que finalement, ça résume assez... Ça ça résume assez bien, je trouve, ce que tu nous as dit là ce soir. Ouais, je te remercie. Alors, merci à tous. Ouais, s'il y a encore peut-être une réflexion, une question, je laisse peut-être 2-3 minutes et puis quelques secondes et puis après il sera temps de se laisser pour vaquer chacun. Laisser la masse se dissoudre. Laisser la masse se dissoudre. Tout à l'heure, j'ai eu c'était plutôt une réflexion quand tu as parlé du fait que tu recevais beaucoup de personnes, enfin, pas âgées, mais oui, au moins d'une quarantaine, cinquantaine d'années. Et du coup, j'ai réfléchi ça un petit peu. C'est une réflexion, mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je me suis dit peut-être aussi c'est le nombre d'années. On se dit que le nombre d'années est tellement important que la rupture, ça va marquer justement quelque chose au niveau de la déshabituation. Ouais. Le mot n'est absolument pas français, je suis désolée. Je veux dire le fait de ne plus être habitué justement à vivre avec l'autre, ça crée des angoisses aussi peut-être pour certains. Exactement. Et
Et c'est pour ça que je pense que c'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les nouvelles relations, parce que les personnes ont plus l'habitude d'être seules ou c'est quelque chose de nouveau, peut-être qui dure que 2-3 ans. Mm. Arriver, je sais pas, au bout de 20 ans de couple avec des enfants, il y a forcément un nombre d'années qui devient, ouais, je pense, très important. Et donc, c'est peut-être ce qui peut effrayer certains. Je trouve que ça rejoint ce que disait Anat sur la question de l'amour et de l'habitude aussi. Et comme tu dis, je suis tout à fait d'accord, ça peut réveiller des angoisses, finalement, sur ce truc de ça fait 20 ans qu'on est ensemble, est-ce que je suis pas passée à côté de quelque chose? Est-ce que, c'est vrai qu'on parle de crise de la cinquantaine, de la Crise du soixantaine, milieu de vie, voilà, ouais. c'est effectivement, je trouve que c'est dans le cadre d'une vie de couple, ça peut être des moments un peu clés où il va se passer des grosses remises en question un peu existentielles, mais qui sont propres à, encore une fois, pour moi, à de l'individuel, en fait. Sur cette angoisse de j'ai fait toute ma vie avec le même homme, est-ce que je passe pas à côté de quelque chose? Qui je suis sans? De quoi? Et puis qui je suis sans? Exactement, exactement. Parce que du coup, à un moment donné, avec toutes ces années de couple, on va être identifié essentiellement dans le couple et pas singulièrement, voilà, comme individu. Et effectivement, qu'est-ce que je suis sans mon partenaire? Qu'est-ce que je pourrais faire? De quoi je suis capable ou pas? Enfin voilà. En tout cas, sur cette question de la crise du milieu de vie, ça, c'est un sujet que j'adore parce que c'était un de mes sujets de mémoire de master. Ouais. Et ça me rappelle à la bonne vieille nostalgie d'il y a 10 ans. Et du coup, moi j'aime bien cette notion-là parce que la crise du milieu de vie, finalement, on n'arrive pas trop à la situer. C'est très individuellement qu'on va se situer dans cette crise du milieu de vie. C'est entre 40 et 60 ans globalement, donc autant dire qu'entre 40 et 60, il y a 20 ans. Et puis, du coup, ce qui va créer cette crise du milieu de vie, c'est la conscience de notre propre finitude. Ouais, exactement. Et prendre conscience de notre propre finitude, parfois, en tout cas, ça peut se projeter dans le couple en projetant sur la question de la finitude du couple. Ouais, exactement. Et à l'inverse, il va y avoir d'autres personnes qui, elles, vont se questionner parce qu'en fait, elles ont des angoisses d'abandon très importantes et que finalement, quitter l'autre, serait horrible parce qu'elle risquerait de se retrouver seule. Et si elle se retrouvait seule, est-ce qu'elle retrouverait quelqu'un? Ouais, c'est ça, c'est qui elle est en dehors de sa place au sein du couple, en fait. Tout à fait. Donc, il y a énormément finalement de questions liées au vide, liées effectivement aux angoisses d'abandon, à la question de la solitude. Et évidemment que quelqu'un qui n'aime pas la solitude, il n'a que deux solutions. Soit éviter à tout prix de rentrer en contact avec des autres, parce qu'en fait, ça évite le problème, hein, donc la stratégie d'évitement. Soit, en fait, il va foncer tête baissée dans une relation qui va être plutôt fusionnelle. Voilà. Ouais, complètement. Merci Sarah pour cette remarque. Mais c'est vrai que sur la notion de couple, c'est extrêmement riche. Et sur le petit lapsus que tu as fait, la question de l'habituation, je trouve ça génial ce qu'elle a dit. Alors, l'habituation, je le dis pour Mme Bollet qui ne sait pas forcément ce qu'est l'habituation. L'habituation, c'est un phénomène qu'on mesure en neurophysiologie. On met un capteur en gros de stress sur le doigt qui calcule les microsudations et puis on va dire des mots neutres genre pluie, soleil, bleu, blanc, rouge. Voilà. Puis après, on va dire des mots connotés positivement à laquelle la personne ne s'attend pas. Je sais pas, par exemple, tomber amoureux, enfin voilà. Ça peut être le nom du partenaire. Et puis après, on peut dire des mots un peu chocs, du genre des insultes, des actes sexuels qui sont un peu tabous en fait dans la société et qui vont faire que la personne va réagir. Et on va remarquer qu'au fur et à mesure du nombre de présentations des stimuli, il va y avoir un phénomène d'habituation et que la personne va réagir de moins en moins, il va y avoir un niveau de stress de moins en moins important. Et du coup, je trouve ça intéressant que tu aies dit habituation au lieu d'habitude. Pour le couple. Pour le couple. Oui, parce qu'il y a effectivement un phénomène d'habituation dans le couple. Et c'est peut-être ça qui crée parfois l'aspect un petit peu de corrosion, en fait. Oui, exactement. J'ai l'impression que... ça fait sens. Voilà. C'est vrai que c'est un beau lapsus. C'est magnifique. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ben ouais, et puis du coup, à bientôt. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.